Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de la Source. Au sommaire de ce journal, la grotte de Lourdes qui s'offre une cure de jouvence, retour sur la création récente du grand séminaire du diocèse aux armées, et puis un reportage sur ces religieuses qui ont décidé d'évangéliser par la chanson. En fin de journal, comme chaque jeudi, vous retrouverez Cyril Le Peigneux avec deux éditorialistes. Cyril, quelle actualité a retenu votre attention aujourd'hui ? Alors après y avoir été opposé cet été, le ministre de l'Intérieur a annoncé lundi la construction d'un centre d'accueil pour les migrants en transit à Calais. Nous verrons ce qu'en pensent aux confrères de La Vie et de Radio Notre-Dame. On ouvre donc ce journal avec Lourdes, où se poursuit l'assemblée plénière des évêques. Aujourd'hui, Monseigneur Nicolas Brouvet, évêque de Tarbes et Lourdes, a présenté à la presse les projets de travaux à la grotte de Massabielle. Les travaux devraient durer 2 ans. Ils n'auront lieu qu'en hiver, car en été, la forte affluence de pèlerins les interdit. Premier coup de pioche dès la mi-novembre. On écoute Monseigneur Brouvet. On voudrait donner à l'espace de la grotte plus d'harmonie, un peu plus de beauté, et puis retrouver une certaine simplicité dans l'aménagement de cet espace grotte, parce que beaucoup de choses ont été rajoutées au fur et à mesure des années, et on aimerait que le tout ait plus de cohérence. Et puis la cohérence, ça sera aussi pour le parcours du pèlerin, de sorte que lorsqu'il quitte l'esplanade du Rosaire, il puisse aller jusqu'à la grotte sans être distrait par quoi que ce soit, qu'il puisse se rendre à la grotte, qu'ensuite il trouve les fontaines et les piscines, et que de l'autre côté du Gave, il puisse allumer un cierge. Il me semble que ça serait un parcours beaucoup plus logique pour le pèlerin. Et puis hier, la Conférence des évêques de France a lancé un nouveau site internet intitulé « Fêter Noël ». Il entend répondre à l'appel du pape à partager la joie de la naissance du Christ. Le site répond aux questions les plus variées comme « Jésus est-il né un 25 décembre ?» ou encore « Quelle recette pour le repas de Noël ?» Vous vous en souvenez, il a beaucoup été question pendant le synode sur la famille de la nullité du mariage. Quelques semaines plus tôt, le pape François avait quant à lui créé une commission spéciale chargée de simplifier la procédure des procès matrimoniaux. Eh bien, le pape a évoqué une nouvelle fois ce sujet hier devant des participants à un cours de pratique canonique. On l'écoute. Il faut alléger les procédures dans les causes de nullité de mariage. Il faut suivre un critère de justice et de charité, car de nombreuses personnes ont besoin de la parole de l'Église sur leur situation, si c'est un oui ou un non, pour que cette parole soit juste. C'est ce que le pape François a déclaré aux participants au cours de pratique canonique Super-Rato, dispensé par le tribunal de la Rote romaine. Avant l'audience générale dans la salle Paul VI, le pape a aussi évoqué le récent synode extraordinaire des évêques sur la famille, en précisant qu'au cours de l'assise, ces thèmes ont aussi été abordés et que l'Église devait y répondre de façon gratuite. Avanti sempre, no? Et la Madre Chiesa che... Allez toujours de l'avant. C'est votre mère, l'Église, qui recherche ses enfants pour faire justice. Fare giustizia. E anche essere molto attenti. Et il faut aussi être très attentif à ce que les procédures n'entrent pas dans le cadre des affaires. Je ne parle pas de choses étranges. Ci sono stati anche scandali pubblici. Il y a eu des scandales publics aussi. Io ho dovuto congedare dal tribunale. Il y a un certain temps, j'ai dû congédier une personne du tribunal car elle disait 10 000 $ et je me charge des 2 procédures, la civile et l'ecclésiastique. Pas de ça, s'il vous plaît. Au Vatican, toujours, on a parlé santé publique hier. Responsables de la curie romaine, membres de congrégations religieuses et associations catholiques se sont concertés pour intensifier et coordonner leur action contre Ebola. À l'ordre du jour, les besoins du personnel soignant dans les dispensaires catholiques, mais aussi la prise en charge des orphelins qui ont perdu leurs parents à cause du virus. Nous avons joint par téléphone l'un des participants, Monseigneur Vitillo, délégué de Caritas Internationalis. Il revient du Liberia. Caritas Internazionale ha preso l'iniziativa di convocare una riunione per scambiare nostre esperienze e anche le sfide che conosciamo da prima persona lavorando in questo campo. E poi per vedere se c'è un modo di combinare le nostre forze
per avere una continuazione non ci sarà una struttura per questa piattaforma, ci saranno altre riunioni faccia a faccia. Speriamo di arrivare a un dialogo fra poco e poi di vedere come possiamo fare di più come Chiesa. La persécution des chrétiens n'en finit pas au Pakistan, un pays de plus en plus gangréné par le terrorisme religieux. Mardi, 2 chrétiens accusés de blasphème sont morts brûlés vifs dans un four de la briqueterie qui les employait. Monseigneur Rufin Anthony, évêque d'Islamabad à Rawalpindi, a dénoncé ce nouvel acte de violence extrême. Il y voit le symptôme d'un système judiciaire inopérant. Nous avons contacté sur place le père spiritain Maximile Tambiapine. Il nous donne plus de précisions. Malheureusement, on assiste encore une fois à une utilisation de la religion pour venir à ses fins. C'est une question de dispute personnelle qui a dégénéré. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une foule qui s'est mise en colère et qui a pris la loi en main et a décidé d'elle-même de faire justice elle-même. C'est une manière de discréditer les chrétiens. Aujourd'hui, ce sont les chrétiens qui sont visés, mais il ne faut pas oublier que dans le passé, il y a eu d'autres minorités qui ont été l'objet de telles accusations. Ça provoque des réactions à tous les niveaux, au niveau social, au niveau politique, au niveau religieux. C'est une affirmation qu'il y aura réparation, que quelque chose va être fait. Ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Retour en France, créé en 1986, le diocèse aux armées se dote peu à peu des outils nécessaires à sa mission. Depuis septembre, le diocèse dispose de son propre grand séminaire, un événement puisque les futurs aumôniers militaires étaient formés jusque-là dans d'autres séminaires comme Paris et Toulon. 8 jeunes séminaristes sont donc installés rue des Bernardins à Paris. Coraline Salvoche est allée à leur rencontre. Comme tous les midis, la maison Saint-Bernard s'anime au rythme de la messe. C'est ici, à quelques pas de Notre-Dame de Paris, que vivent désormais les 8 séminaristes du diocèse aux armées. Prière et vie en communauté, une nouveauté pour ces futurs aumôniers militaires. À mon sens, ça sera un plus pour notre avenir, dans le sens où même si on sera répartis et éclatés à travers nos missions, il y aura cette communion, cette union qui nous liera, qui aura été fondée dans ces années de formation. Âgés de 21 à 39 ans, les séminaristes viennent de tous les horizons. Anciens gendarmes, étudiants ou même salariés, le séminaire permet à chacun de s'approprier une culture diocésaine spécifique. Ce qui m'a vraiment attiré dans le diocèse aux armées, bon, certes le côté militaire, mais aussi le fait de pouvoir exercer son ministère en étant parmi les hommes, en fait, de partager la même condition d'eux et sur leur lieu de travail, les rejoindre et témoigner du Christ, tout simplement. Ce qui est prioritaire, c'est la formation spirituelle, intellectuelle, humaine, voilà. Mais donc la formation militaire, elle se passe aujourd'hui surtout à travers la découverte de la culture militaire. Aussi un autre aspect qui nous paraît important, c'est cette dimension missionnaire, d'aller sur le terrain à la rencontre de gens qui ne sont pas de notre culture, parce que c'est vraiment ça la patte qui doit faire l'aumônier militaire. Et donc on a des séminaristes qui font des tournées de rue dans Paris le soir avec une association à la rencontre des gens de la rue. Cet après-midi, c'est cours de philosophie au Collège des Bernardins. Le planning de la semaine est millimétré et associe formation intellectuelle, spirituelle et physique. Demain, comme tous les vendredis, la semaine se terminera donc par un footing dans les rues de Paris. L'Institut catholique de Paris faisait officiellement sa rentrée académique ce jeudi soir. Le père Philippe Borden, recteur de la Catho, nous parle d'une des tendances de cette année universitaire. La rentrée 2014, ça a été une augmentation très impressionnante de la participation de nos étudiants à la vie associative. Avec le vice-recteur Laurent Tessier, nous avons voulu beaucoup développer la vie associative et c'est un succès. Donc le nombre d'étudiants qui, par exemple, s'engagent dans ce qu'on appelle les équipes tandem, où un étudiant français rencontre régulièrement un étudiant étranger pour un partage de la langue et de la culture, ça prend. Et nos étudiants rencontrent des personnes sans domicile fixe dans le quartier, pas seulement pour leur donner un café chaud, mais également pour dialoguer avec ces personnes. Mais je me réjouis que la demande pour la maraude dépasse un peu nos capacités. Ça va nous obliger à nous organiser autrement, de telle sorte que la formation complète de la personne puisse s'exprimer également dans une générosité.
Comme chaque année, le Secours catholique a rendu public son rapport sur l'évolution de la pauvreté en France. Sans surprise, avec la crise économique, l'intensité de la pauvreté a augmenté. Preuve en est, en 2013, parmi les personnes accueillies par le Secours catholique, 69% étaient des nouveaux contacts. 3 tendances cette année, la précarité silencieuse des hommes seuls, la précarité énergétique qui gagne du terrain et enfin la paupérisation des seniors avec pour première victime les femmes. Sa reprise d'un tube de la chanteuse Madonna a dépassé les 3 millions de vues sur YouTube. Sœur Christina connaît un véritable succès. Rappelez-vous, cette jeune Ursuline avait remporté l'édition italienne de The Voice en juin dernier. Elle sort désormais son premier album. La télé-réalité est-elle un terrain d'évangélisation? La réponse en musique des Ursulines d'Italie et de Malte. Elle porte dans ses mains son tout premier album, le fruit d'une aventure incroyable commencée il y a 6 mois à la télévision italienne. Sœur Christina est désormais une véritable star de la chanson. Une célébrité assumée avec légèreté, la jeune religieuse de 25 ans garde les pieds sur terre. Gesù propone, non impone, quindi io sto facendo così, sto lanciando un messaggio che può essere o non può essere accolto, ma Gesù lascia liberi, per cui quindi nel momento in cui il Signore deciderà un altro cammino per me, io mi rimetterò alla volontà di Dio e ritornerò in parrocchia a suonare la mia chitarra e a cantare durante la celebrazione come continuo a fare anche adesso. Autre pays, même phénomène, à Malte, un groupe de religieuses ursulines vient de se qualifier pour la finale nationale de l'Eurovision. Dans leur chanson, pas de référence à Dieu, mais les Ecclesia Sisters se parlent de leur travail auprès des enfants abandonnés. We are not mentioning religion, but it is amazing the way people are touched by this and how they are asking our help to get back to God, to speak to them, to help them in their practical problems. It is a wonderful way of evangelization. It's all about the children. It's not about us. Les 21 et 22 novembre, les Ecclesia Sisters se sauront si elles s'envoleront pour la grande finale européenne à Vienne. En attendant, l'album de Sœur Christina sortira internationalement lundi prochain. Actualité des médias maintenant, la nouvelle direction qui va guider le quotidien La Croix à la place de Dominique Quignot a été officiellement nommée par la rédaction. Guillaume Goubert, habitué du jeudi sur le plateau de La Source, est le nouveau directeur de La Croix et directeur de la rédaction. Il sera épaulé par Arnaud Broustet, directeur délégué administrateur général, et Florence Couret, directrice adjointe de la rédaction. Tous nos encouragements à la nouvelle équipe. Voilà, découvrons maintenant ce que la presse chrétienne nous invite à lire cette semaine. Famille chrétienne s'intéresse à ces anglicans qui ont décidé de rejoindre l'Église catholique, une pratique rendue possible il y a 5 ans exactement par la constitution apostolique Anglicanorum Coetibus de Benoît XVI. Qui sont les bons élèves en matière d'écologie sur le territoire administratif français? La vie a passé 96 départements au crible. En tête du classement, le département de l'Hérault, suivi des Pyrénées-Orientales et du Finistère. Environnement toujours, Réforme est partie à la rencontre du monastère orthodoxe de Solan dans le Gard, qui pratique l'agriculture biologique. Les religieuses ont appris de la nature à servir avant de se servir. Et puis, il y a quelques jours du pèlerinage des séminaristes à Lourdes, Pèlerin est allé à la rencontre de quelques-uns de ses candidats, avec une galerie de portraits d'étudiants de Rennes, Besançon et Paris. Voilà pour la revue de presse. Écoutons maintenant la chronique du Père Devers. Il nous parle de la 7e semaine de la finance solidaire qui s'est ouverte ce lundi. Permettez-moi de vous adresser d'abord un salut le plus cordial. Je vais m'entretenir avec vous, si vous l'acceptez, en fait, de cette économie solidaire et de cette finance solidaire. Il y a une loi, donc cette loi du 1er août, qui a précisément donné un statut à cette économie, qui a été bien soulignée notamment par Benoît XVI dans Caritas in Veritate. Comment faire en sorte que l'économie porte la trace d'une gratuité? Ça peut paraître tout à fait de l'ordre de l'utopie, et pourtant. Et je crois d'ailleurs que, comme chrétiens, nous sommes précisément des acteurs d'utopie, au sens de lieux qui n'existent pas, mais qu'il s'agit de faire naître, de faire reconnaître. Le monde chrétien est un monde de ressuscités.
et par là même un monde qui refuse tout ce qui enferme, tout ce qui referme. Et devant l'actualité, devant ces hommes et ces femmes qui ne trouvent pas de travail, devant un monde qui peut apparaître comme brutal, il y a véritablement l'urgence de faire naître précisément une économie plus humanisée. Cette économie qui a commencé il y a 30 ans, elle était finalement le fait de militants, et aujourd'hui, c'est 900 000 personnes en France qui finalement y participent. Et le premier acteur de l'économie solidaire, c'est l'entreprise, c'est-à-dire des salariés, notamment avec l'épargne salariale solidaire, un salaire différé qui accepte que ce salaire soit précisément investi pour ceux qui sont souvent en situation d'exclusion, qui n'ont pas ce travail. Alors il y a dans toute chose finalement des fissures, et on sait bien que c'est par elles finalement que jaillit la lumière. Un peu comme un alpinisme finalement dans une paroi imprenable, s'accroche un peu à ces fissures pour aller vers des sommets. Oui, ensemble, essayons de nous laisser interroger comment participer à cette économie pour que précisément on donne une chance aux cimes plutôt que de rester dans des abîmes. Place au dossier du jeudi. Quant à moi, je vous retrouve jeudi prochain pour une nouvelle édition d'À la Source. Très bonne soirée à tous. Alors Jérôme Ancibero, vous êtes rédacteur en chef à La Vie. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Louis Dauphren, vous êtes rédacteur en chef à Radio Notre-Dame. Bonsoir. Bonsoir. Alors comme je le disais tout à l'heure, lundi, le ministre de l'Intérieur a entériné la mise en place d'un centre d'accueil pour les migrants présents à Calais et candidats à la traversée de la Manche. Cette décision peut-elle provoquer un appel d'air, comme le craignent certains, Louis ? Selon les échos qu'on peut avoir de personnes qui connaissent assez bien le dossier, c'est évidemment le risque. Puisque plus vous organisez les structures d'accueil, plus forcément vous allez inciter des personnes qui veulent venir à le faire, puisqu'on met à leur disposition de quoi rester et de quoi organiser leur passage en Angleterre. Maintenant, c'est toujours la même question. Est-ce qu'il faut, c'est toujours le dilemme, est-ce qu'il faut ne pas accueillir au risque de laisser dans la rue? Est-ce qu'il faut accueillir au risque d'avoir encore plus de monde qui se retrouve dans une situation de toute façon dramatique? Alors cette question-là, aujourd'hui, il suffit déjà de la poser pour essayer de tenter d'y répondre. Pour le côté appel d'air, Jérôme ? Je ne suis pas convaincu, dans la mesure où le centre qui est prévu est un centre d'accueil de jour. Donc il n'est pas question de permettre aux gens de passer la nuit, de s'installer, de mettre leurs affaires là où ils veulent. C'est donc un centre d'accueil pour vraiment avoir le minimum du minimum. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait un appel d'air. Et puis de toute façon, les gens sont là. Et les gens étaient là avant. Les gens étaient là avant Sangatte, pendant Sangatte, après Sangatte. Il y a à peu près 12 ans, il y avait à peu près 200 personnes au tout départ. Bon, il y avait 200 personnes avant Sangatte. On a construit le centre de Sangatte en 99. Ça a grimpé à 800, ça a grimpé à 800. On a démantelé Sangatte 3 ans après. Et puis on s'est aperçu que finalement les gens venaient tout de même, sauf qu'ils s'installaient dans des campements un peu dispersés. Et puis petit à petit, on s'aperçoit que les gens viennent et qu'au bout d'un moment, ils deviennent 800, 1500, 2000. Voilà. Et depuis cet été, ça a encore un peu augmenté. Je crois qu'on est autour de peut-être 2300 à Calais et ses environs. Donc appel d'air quand même ? Mais l'appel d'air ne vient pas de la structuration de l'accueil. Voilà. Il est là, l'appel d'air. Enfin, de toute façon, les gens viennent pour passer en Angleterre. Et c'est bien là le problème. Ils arrivent à Calais parce que Calais est l'endroit en fait, où, théoriquement, c'est le plus simple, techniquement, pour passer en Angleterre, puisqu'il y a les ferries, il y a les camions. Donc, voilà. Moi, ce qui me sidère, enfin, je livre cette réflexion, c'est quand même l'hypocrisie dans laquelle on est quand même aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a deux choses l'une. Soit vous dites, c'est normal que les gens circulent librement, même s'ils sont sous la coupe de passeurs, de réseaux criminels, même si cela crée une situation délétère. Si vous posez le principe qu'il est normal que les gens traversent tous les pays librement, sans aucun contrôle, et que la planète, d'une certaine façon, est devenue suffisamment unifiée pour que cela se fasse, dans ce cas, effectivement, il n'y a aucune raison d'agir. Soit vous prenez une option radicale, qui est de dire il faut faire cesser cette situation, parce que sinon on est complice justement du trafic international. Alors moi, je voudrais parler de l'Australie. L'Australie a pris une décision très simple. L'Australie, qui est un pays perçu comme démocratique, l'Australie dit tout simplement il n'y a aucun avenir en Australie pour toutes les personnes qui sont rentrées illégalement. Et l'Australie prend des mesures qui nous font peur, puisqu'il place tous les clandestins sur une île, pour faire quoi ? Pour les renvoyer chez eux par la suite. Ça, c'est le gouvernement australien
qui a pris cette décision. Alors, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, je ne suis pas forcément d'accord avec ces décisions, mais au moins ils prennent une décision. Ce qui est effarant, c'est le vide dans lequel on est aujourd'hui, qui en fait nous rend complices d'une certaine façon du trafic. En même temps, on pourrait aussi parler du miroir aux alouettes qu'est l'Europe, en fait, et les pays occidentaux pour ces migrants qui pensent trouver quelque chose ici. Mais on ne peut pas leur reprocher de considérer l'Europe comme un miroir aux alouettes. Est-ce qu'on informe assez bien ? Écoutez, moi je serais on a d'accord. 2000 milliards de dettes. Je fais une suggestion. Je serais d'accord pour rendre Calais aux Anglais. Après tout, Calais était anglais jusqu'à une période assez récente. Je crois que c'est sous Louis XIV, il me semble, que Calais est passé français. Jérôme, alors voilà, on va rendre Calais aux Anglais. Non, ça ne va pas marcher comme ça. On verra ce qu'ils en feront, mais je ne suis pas sûr que cette suggestion serait absurde au regard de nos. Je crois que pour l'instant, ils refusent de de venir, notre propre incapacité à gérer le dossier. À Calais faire de la police pour gérer justement ces histoires de flux. Oui, justement, il y a une question européenne, c'est vrai, mais le problème qui se pose à Calais, c'est aussi le problème de l'espace Schengen et que la Grande-Bretagne ne fait pas partie de l'espace Schengen. C'est pour ça qu'il y a un problème. Donc ce n'est pas vraiment un problème européen, parce que si l'Angleterre faisait partie de l'espace Schengen, les gens qui sont à Calais là, et qui attendent, mais ils ne resteraient pas à Calais. Hein. Donc le problème tient aussi à cette législation un peu à deux vitesses, à cette originalité britannique qui consiste à s'exonérer aussi de certaines règles communes. Après, ils ont sans doute de bonnes raisons de le faire, mais le problème est là, en l'occurrence. C'est un problème technique qui se passe à Calais, un problème technique que le gouvernement français et le gouvernement anglais se renvoient, l'Union européenne aussi, même si elle donne de l'argent. Enfin, si j'ai bien compris, c'est l'Union européenne qui va financer le centre d'accueil. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur. Donc, il y a en fait des gouvernements qui se repassent la patate chaude. Il n'y a pas de responsabilité. Voilà. Alors, est-ce qu'économiquement, on aurait les moyens, nous, d'accueillir différemment ces personnes-là, peut-être en leur offrant un métier, une situation, notamment dans des coins de France où il y a moins de main-d'œuvre, par exemple? Est-ce que ça serait une solution? Mais ils ne veulent pas rester en France, hein, les gens qui sont à Calais. Il faut bien garder ça. Ils veulent partir en Angleterre. Voilà, et ils veulent s'en aller. Donc on est dans une situation très particulière. Quand on a des personnalités politiques qui expliquent que on vient déranger les Français, leur prendre le pain de la bouche des Français, et que on donne à ces gens-là ce qu'on ne donne pas aux autres. Ils veulent partir, ces migrants qui sont là. Ils veulent partir. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut essayer de garder en tête. Alors il y en a quelques-uns qui ont fait des demandes d'asile, parce que quand on a fait une demande d'asile, on a des droits, mais la plupart d'entre eux ne se posent même pas la question, puisqu'ils veulent s'en aller. 150 seulement sur à peu près 500 personnes concernées. Mais l'idéologie au départ, c'est de dire, à la limite, il n'y a plus de clandestins, puisque si on est dans une logique de flux mondialisé, où les flux financiers aussi circulent librement sans frontières, ça vous va, ça, justement, la circulation des gens comme ça? Pourquoi est-ce qu'il y aurait du clandestin? Et ça n'existe plus, c'est même périmé d'une certaine façon. Est-ce que ça veut encore dire quelque chose aujourd'hui, justement, dans le système monde dans lequel on vit, ce monde plat et resserré? Est-ce que ça vaut le coup, justement, de remarquer les frontières? Alors moi je remarque une chose, c'est qu'on parle de libre circulation des flux financiers, des marchandises, et pour les personnes c'est un peu plus compliqué apparemment. Donc si on défend la libre circulation des flux financiers des marchandises, je ne vois pas pourquoi on ne défendrait pas la libre circulation des personnes. D'ailleurs, des libéraux conséquents défendent les deux. Et après, si on veut contrôler ces flux, il faut prendre ses responsabilités, ce que les États ne font pas. On est dans une situation un peu paradoxale où un certain nombre d'États renforcent des mesures sécuritaires vis-à-vis des migrants et en même temps se débarrassent des questions d'ordre humanitaire sur les Nations Unies, dans les camps de déplacés ou de réfugiés qu'il y a un peu partout autour du monde, il y en a des centaines, sur les ONG, sur les associations. Donc il y a une sorte de balance qui a changé dernièrement. On est dans un monde qui évolue et où les États ne prennent plus leurs responsabilités. La question c'est pourquoi ne prennent-ils pas leurs responsabilités? Pourquoi il n'y a pas de décision politique en fait assumée, clairement?
Là, j'ai pas la réponse, hein. J'ai envie de poser la question. C'est une excellente question. Quelle que soit l'étiquette politique d'ailleurs. Qu'on reposera sans doute ici ces prochaines semaines. Merci messieurs pour votre présence. Merci chers téléspectateurs pour votre fidélité. Vous pouvez revoir ce programme sur ktotv.com. Rendez-vous jeudi prochain parce que mardi 11 novembre, la maison sera, en tout cas à la source, fermée.